1942. L'Allemagne lance la production d'une arme futuriste, un fusil avec un demi-siècle d'avance sur son temps, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui coûte aujourd'hui plus cher qu'une voiture de sport de luxe. Dans les salles de vente, son prix atteint 300 000 $. Pourquoi dépenser autant pour un fusil de la Seconde Guerre mondiale? La réponse est simple, mais la réalité est brutale. Cette arme a été conçue pour une guerre déjà perdue. Elle était destinée à des soldats à qui Hitler interdisait de combattre selon leurs propres méthodes. C'est l'histoire d'une arme parfaite que personne ne pouvait s'offrir. C'est le récit d'une ingénierie brillante, brisée par l'arithmétique élémentaire du combat. Pour comprendre cet échec, il faut revenir 1 an en arrière. Direction une île de Méditerranée, un endroit où l'élite du Reich a été massacrée à coups de houe par des paysans. Le 20 mai 1941, le ciel de Crète devient noir. 7000 hommes tombent des nuages. Ce sont les parachutistes d'élite de la Luftwaffe, la crème des forces aéroportées allemandes. L'opération doit être un nouveau triomphe pour la Blitzkrieg. Mais le soir même, le bilan est un désastre. La moitié de l'effectif est au sol, mort ou mutilé. Ce n'était pas un manque de courage. Le problème était technique. Le harnais du parachute allemand modèle RZ en imposait une procédure rigide. Le soldat devait impérativement atterrir sur les mains et les genoux, puis effectuer une roulade avant. À la ceinture, les parachutistes ne portaient qu'un pistolet, 4 grenades et un couteau de combat. Rien d'autre. Les fusils, les mitrailleuses et les caisses de munitions étaient largués séparément dans des conteneurs. Le vent a tout gâché. Les conteneurs se sont éparpillés sur toute l'île. Beaucoup sont tombés directement sur les positions des Britanniques et des Néo-Zélandais. À l'image, des soldats allemands courent désarmés sous le feu. Les Alliés ramassent le matériel allemand et ouvrent le feu. Les parachutistes sont sans défense. Ils se font abattre avec leurs propres munitions alors qu'ils tentent de ramper vers leur caisse. Le massacre a duré des heures. Les corps jonchaient les champs d'oliviers. Le commandement allemand a compris une chose, il fallait changer d'arme ou mourir. Ainsi était née la nécessité d'un fusil révolutionnaire, une arme capable de tout faire, mais le prix à payer allait être astronomique. 20 mai 1941. Le ciel de Crète se remplit de soie blanche, mais au sol, l'accueil est un carnage. Les parachutistes allemands tombent directement dans un piège. Comment une opération d'élite a-t-elle pu virer au massacre? La réponse est simple. Les défenseurs les attendirent de pied ferme. Les parachutistes sont vulnérables. Beaucoup restent accrochés aux arbres ou s'en mêlent dans leur suspente. Des paysans grecs sortent de leurs fermes. Ils achèvent les soldats coincés à coups de houe et de fusils de chasse. Dans le quartier général du 23e bataillon, les officiers néo-zélandais ne prennent même pas la peine de se lever. Ils tirent sur les Allemands qui descendent du ciel depuis leurs bureaux, à travers les fenêtres ouvertes. Les chiffres sont brutaux. Une compagnie du 3e bataillon du 1er régiment d'assaut perd 112 hommes sur 126 en quelques heures seulement. À Malem, un autre bataillon compte ses survivants à la fin de la première journée. 400 combattants manquent à l'appel sur un effectif de 600. La Crète devient le théâtre de la plus grande opération aéroportée de l'histoire. Les Allemands finissent par prendre l'île, ils gagnent la bataille. Mais sur les 22 000 parachutistes engagés, 6 500 sont morts, blessés ou disparus. Plus de la moitié de ces pertes ont eu lieu durant les premières 24 heures. C'était une victoire qui a brisé les vainqueurs. Juillet 1941. Le général Kurt Student arrive au quartier général du Führer. C'est l'architecte de l'invasion de la Crète. Le lieu s'appelle la Tanière du Loup, un complexe de bunkers étouffants cachés dans les forêts de Prusse orientale. À l'image, des murs de béton épais, un éclairage tamisé, une odeur de moisissure et d'huile de machine. Hitler remet la croix de chevalier à Student. Il l'invite ensuite à prendre le café. C'est un honneur rare, réservé à l'élite du Troisième Reich. Mais derrière la politesse, le verdict tombe. Le Führer est catégorique. Il déclare que l'ère des parachutistes est terminée. Pour lui, l'effet de surprise n'existe plus. L'ennemi a compris comment contrer les assauts venus du ciel. L'ordre est sec. Désormais, les troupes aéroportées combattront comme de l'infanterie classique. Plus aucun largage de masse ne sera autorisé. Student reste immobile. Il a créé ses forces d'élite de toutes pièces. Il écoute en silence. On ne contredit pas Hitler dans son bunker. Pourtant, un homme refuse cette condamnation. Le maréchal du Reich Hermann Göring n'accepte pas la fin de ces diables verts. Ses soldats sont sa fierté personnelle, son armée privée. Si on leur interdit de sauter, il exige une compensation. Ils doivent obtenir des armes uniques, supérieures à celles de l'armée régulière. La course à l'armement spécialisé commence ici.
Décembre 1941. C'est à cette date précise que la Luftwaffe frappe à la porte de l'administration de l'armement. Leur demande est claire, un nouveau fusil de combat. La réponse des experts de l'armée de terre tombe comme un coup près. Le projet est jugé frivole, techniquement impossible. Ils refusent catégoriquement d'y participer. L'armée de terre suit alors sa propre logique. Son plan est déjà tracé, une cartouche intermédiaire, une arme compacte et une production de masse. C'est la naissance programmée de ce qui deviendra le célèbre Singer-44. Pourquoi la Luftwaffe insistait-elle pour une munition de pleine puissance dans une arme légère? À première vue, un défi aux lois de la physique, mais en réalité, une question de pouvoir. Hermann Göring possède un atout majeur. Il contrôle directement le groupe Rheinmetall-Borsig. Grâce à cette position, il contourne la bureaucratie militaire. Il donne ses propres ordres. Il achète des armes à sa propre entreprise. L'opération génère des profits massifs. L'argent reste dans le même cercle. Le 14 décembre 1941, la spécification technique LC6 est envoyée à 6 fabricants. Le document ressemble à une liste de miracles. Les contraintes sont extrêmes. La longueur totale ne doit pas dépasser 1 mètre. C'est la taille d'une carabine standard. Le poids est limité à 4 kg maximum. On demande une précision de tir digne d'un fusil de précision. À l'image, les croquis montrent une arme fine et nerveuse. Mais ce n'était que le début des exigences. La cadence de tir doit égaler celle de la mitrailleuse MG34. L'arme doit pouvoir recevoir une baïonnette. Elle doit aussi être capable de lancer des grenades de fusil. Les ingénieurs reçoivent le dossier. Leur visage se ferme devant l'ampleur du défi. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les usines commencent le travail sous une pression constante. Le cahier des charges impose l'impossible aux armuriers du Reich. Ainsi débute la création d'une arme de légende. « 7,92 par 57 mm. C'est le calibre de la cartouche imposée. La même que pour les mitrailleuses lourdes. Pourquoi un tel choix? Les exigences des militaires défiaient toute logique. Ils voulaient à la vitesse d'une voiture de course, la consommation d'un cyclomoteur et la capacité de charge d'un camion. Le tout dans un seul objet. Cette liste de critères ressemblait à une provocation contre les lois de la physique. Mais un homme a accepté le défi. 6 fabricants étaient mêlés sur les rangs. Un seul a présenté un prototype fonctionnel. Son créateur s'appelle Louis Stange, ingénieur chez Rheinmetall-Borsig. Ce n'était pas son premier coup d'éclat. Il avait déjà réalisé l'impossible par le passé. Louis Stange a grandi à Sömmerda, une petite ville de Thuringe. À 19 ans, il franchit les portes de l'usine d'armement Dress. C'est là qu'il rencontre son mentor, Louis Schmeisser. L'homme qui a conçu le MP-18, le tout premier pistolet mitrailleur pratique de l'histoire. À cette école, Stange apprend les secrets de l'automatisation. Il comprend surtout comment rendre un mécanisme fiable sous le feu. Dans les années 1930, il dessine le MG34. C'est la première mitrailleuse polyvalente au monde. Elle s'adapte partout, sur bipied, sur affût ou dans la tourelle d'un char. À l'image, des croquis techniques s'empilent sur un bureau. Louis Stange s'attaque alors à une mission encore plus folle. Il cherche une solution là où personne ne regarde. Il récupère le système d'emprunt de gaz du fusil mitrailleur Lewis de la Première Guerre mondiale. Il le démonte et le réinvente totalement. Le résultat est un mélange unique. Un piston à longue course, une culasse rotative avec 2 tenons de verrouillage et un ressort de rappel en spirale. C'est de la mécanique éprouvée logée dans un corps futuriste. L'innovation majeure réside dans l'architecture rectiligne. Le canon, la culasse et la crosse sont alignés sur le même axe géographique. Le recul frappe directement l'épaule au lieu de faire bondir le canon vers le ciel. À première vue, un simple fusil, mais en réalité, une révolution technique. Aujourd'hui, cette disposition est la norme pour toutes les armes modernes. En 1942, c'était un choc visuel et technique, mais le véritable miracle d'ingénierie se cache dans la culasse. Elle possède un double mode de fonctionnement. La caméra montre le mécanisme, en tir semi-automatique, la culasse reste fermée. Cela garantit une précision maximale pour chaque projectile. La situation change radicalement en mode automatique. Ainsi, la théorie est devenue une arme d'acier. En mode automatique, la culasse fonctionnait à partir d'une position ouverte. Ce système permettait au canon de refroidir entre chaque tir. Aucune autre arme au monde n'a utilisé cette technologie avant ou après. À l'image, une prouesse d'ingénierie. C'est l'équivalent mécanique d'un moteur capable de passer de l'essence au diesel en plein mouvement. Pourquoi ce choix technique? Pour la survie. Mais le design cachait une autre particularité. Le chargeur s'insérait horizontalement sur le côté gauche de l'arme.
Cette solution semble étrange au premier abord. Pourtant, elle permettait aux tireurs de rester plus bas, collés au sol, contrairement à n'importe quelle autre arme de l'époque. Pour un parachutiste largué sous le feu ennemi, chaque centimètre de hauteur gagné représentait la différence entre la vie et la mort. Milieu de l'année 1942. Le prototype subit ses premiers tests au centre de tir de Tarnowitz. Les ingénieurs observent les résultats. L'impossible est devenu réalité. Le fusil reçoit officiellement son index, le FG-42. Le chef-d'œuvre est terminé. À l'image, une arme au profil agressif et futuriste. Mais un problème majeur subsiste. L'Allemagne peut-elle vraiment se l'offrir? La perfection a un prix, et la facture s'annonce colossale. La conception originale de Louis Stange exigeait de l'acier au chrome-nickel. C'est un alliage stratégique réservé au blindage des chars et aux moteurs d'avions de chasse. En 1943, chaque kilogramme de ce métal vaut son pesant d'or. Les stocks sont vides. L'usine Rheinmetall croule sous les commandes prioritaires. La production est alors transférée aux armuriers de la firme Krieghoff, dans la ville de Sul. Avant la guerre, cette entreprise fabriquait des fusils de chasse pour l'aristocratie. Ces hommes travaillent avec une précision de bijoutier, mais ils ne savent pas produire vite, ni à bas prix. Le processus est un cauchemar logistique. Un boîtier de culasse fraisé dans la masse, des dizaines de pièces avec des tolérances infimes et un ajustement manuel pour chaque unité. On entend le bruit des limes sur l'acier. Le résultat comptable est sans appel. Un seul FG-42 coûte au Trésor plusieurs fois le prix du fusil d'assaut STG-44. Pendant ce temps, deux branches des forces armées du Reich se livrent une guerre interne. Ce conflit n'a rien à voir avec le front. L'armée de terre contrôle la distribution des matières premières et bloque les ressources de l'armée de l'air. Les généraux se battent pour chaque tonne d'acier. L'erreur était interdite, mais les querelles politiques ralentissaient tout. Chaque tonne d'acier allié était une munition dans une guerre interne. Si le métal partait pour le projet de Göring, les programmes de l'armée de terre restaient à sec. Les généraux de la Wehrmacht refusaient d'aider leur rival. Ils poussaient leur propre modèle, le 5G-44, une arme simple, fabricable par n'importe quelle usine équipée de presse. Pendant que des soldats mouraient dans le froid de Stalingrad, les bureaucrates de Berlin se déchiraient pour les ressources. On sabotait les projets du voisin, on protégeait ses budgets. Le concept même de l'arme cachait un compromis fatal. La Luftwaffe exigeait une cartouche de pleine taille pour garantir la portée et la perforation. Mais ce choix a transformé le fusil léger en une machine indomptable en mode automatique. Le recul était brutal. 20 cartouches s'échappaient du chargeur en quelques secondes seulement. Sous la pression des tirs en combat, les bipieds pliaient. Comment expliquer un tel échec? Les experts de l'armée l'avaient annoncé dès le départ. La solution était une cartouche intermédiaire. Mais valider cette option revenait à donner raison aux concurrents. L'orgueil passait avant l'efficacité. À la fin de l'année 1943, les 2000 premiers fusils sortent des usines. C'est alors qu'un nouveau problème surgit. L'acier au manganèse, qui remplaçait déjà le nickel-chrome devenu introuvable, vient à manquer. La production entre en agonie. À l'image, des lignes de montage à l'arrêt et des caisses vides. Pourtant, les rares fusils déjà assemblés attendent leur test final. Un événement qui restera dans l'histoire. Le 12 septembre 1943, tout bascule. Mais ce n'était que le début de l'épreuve. On entend le bruit métallique d'un verrou que l'on manipule. Les premiers exemplaires sont chargés. Le destin de cette arme ne se jouait plus dans les bureaux de Berlin, mais sur le terrain. L'histoire s'est accélérée à cet instant précis. 12 septembre 1943. 10 planeurs DFS-230 se détachent de leurs avions remorqueurs au-dessus des Apennins. À l'intérieur, 90 hommes attendent le signal. Leur mission est unique, libérer Benito Mussolini. L'ancien dictateur italien est détenu par le nouveau gouvernement. Sa prison était l'hôtel Campo Imperatore, niché au sommet du massif du Gran Sasso. Pourquoi l'avoir enfermé là-haut? L'endroit est une forteresse naturelle à 2000 mètres d'altitude. On n'y accède que par un seul téléphérique. 200 carabinieri armés surveillent chaque issue. À première vue, le site est imprenable. Mais en réalité, c'est un piège qui s'apprête à se refermer sur les gardiens. Le major Harald Morse a conçu l'opération. Ces parachutistes emportent un équipement spécial. Parmi eux, certains tiennent des armes totalement inconnues. Sur les images d'époque, on voit des soldats manipuler ces fusils futuristes. Le signal est donné. Les planeurs plongent vers un plateau rocheux à seulement 100 mètres de l'hôtel. Le choc au sol est brutal.
La poussière sature l'air, les carabiniers y voient surgir des silhouettes étranges. Ils fixent ces fusils au design inhabituel avec leurs chargeurs insérés sur le côté. La surprise est totale. Les gardes italiens déposent les armes sans combattre. Mussolini est libre en quelques minutes. Pas une seule balle n'a été tirée. Pourtant, la gloire échappe au Major Morse. Un autre homme capte toute la lumière. Otto Skorzeny. Cet officier SS participe au raid avec 16 de ses hommes seulement. Sur les photos, il est le héros parfait pour la propagande de Goebbels, un colosse d'1,92 m. 1944. Le mont Cassin n'est plus qu'un amas de gravats et de cratères profonds. Mais les parachutistes allemands ne reculent pas d'1 mètre, ils tiennent les ruines. C'est dans ce chaos de pierre que le FG-42 révèle son plein potentiel. Pourquoi cette arme terrifiait-elle les Alliés? La réponse est dans sa polyvalence brutale. Le combat se déroule dans des couloirs de pierre étroits. L'écho des détonations sature les oreilles. La poussière des explosions brûle les yeux des soldats. Le tireur ajuste son sélecteur de tir sans un mouvement inutile. Un ennemi apparaît dans une brèche du mur. Un coup par coup précis là-bas. Un groupe surgit au coin d'une rue. Une rafale courte nettoie la zone. L'arme change de mode instantanément. À l'image, des débris de béton qui volent sous l'impact des balles. Les Alliés surnomment ces hommes les Diables Verts. Ces parachutistes ne battent en retraite que sur ordre formel du commandement. Ce n'est pas une défaite tactique, c'est le front qui s'effondre ailleurs. Ils quittent les positions alors qu'ils tiennent encore les ruines. En juin de cette même année, la 2e division parachutiste fait face aux Américains en Normandie. Le décor change. Ce sont les batailles sanglantes dans les haies du Bocage. Puis vient la défense acharnée de Saint-Lô. Enfin, la retraite vers la forteresse de Brest. Sur les rapports de l'époque, on note « c'est la plus grande concentration de FG-42 de toute la guerre ». Les soldats américains capturent les premiers exemplaires trophées. Les experts militaires examinent l'arme et ne croient pas leurs yeux. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Un fusil automatique aussi compact avec la puissance d'une mitrailleuse. Mais ce n'était qu'une prouesse technique limitée. Seulement 7000 unités du FG-42 sortiront des usines avant la fin du conflit. Un chiffre dérisoire face à la production de masse alliée. L'arme était exceptionnelle, mais elle est arrivée trop tard. Ainsi s'est achevée l'histoire de ce fusil d'élite. 7000 exemplaires. Ce chiffre mérite d'être répété pour comprendre l'ampleur du désastre. Pour comparer, l'industrie a produit 14 millions de carabines Mauser, 400 000 fusils d'assaut Sturmgewehr 44, plus de 5 millions de Garand américains, environ 6 millions de pistolets mitrailleurs soviétiques PPSH, 7000 unités pour tous les fronts et toutes les années de guerre. À l'image, une poignée d'armes face à des usines entières. Ce n'est pas un équipement militaire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une simple erreur statistique. Pourquoi une telle faiblesse? Le manque de ressources a étouffé la production à chaque étape. Le chrome et l'acier au nickel ont disparu les premiers. Puis, l'acier au manganèse a manqué. À la fin, même les feuilles d'acier ordinaires sont devenues rares. Chaque nouveau lot exigeait des modifications techniques. Les ingénieurs devaient adapter le plan aux matériaux encore disponibles sur le sol des usines. Mais la priorité était ailleurs. Le Sturmgewehr 44 de l'armée de terre passait toujours en premier. La Luftwaffe récupérait les restes de la table industrielle du Reich. Début 1944. Les experts de l'armée rendent là leur verdict définitif. Le FG-42 est incapable de remplacer le pistolet mitrailleur comme arme de soutien. À une distance de 400 mètres, ses performances n'égalent peut-être pas celles du fusil d'assaut standard. Mais il y a pire, l'arme coûte plusieurs fois le prix d'un fusil classique. Elle réclame des matériaux introuvables. La recommandation des spécialistes est sans appel. Stopper la production immédiatement, concentrer toutes les forces sur le fusil d'assaut. L'ironie de l'histoire était pourtant plus profonde. Les parachutistes ne sautaient plus. Après la bataille de Crète, ils combattaient comme de simples soldats d'infanterie. Ils n'avaient plus besoin d'un fusil compact pour le saut. Il n'y avait plus de saut. Les troupes demandèrent des armes simples et fiables, en grande quantité. Le FG-42 a été conçu pour une tactique que Hitler lui-même avait enterrée en juillet 1941. C'était une arme pour des opérations d'élite appartenant au passé, pour une guerre qui n'existait plus que dans l'imagination des généraux de l'aviation. 7000 fusils se sont volatilisés dans le chaos de la défaite. Pourtant, quelques dizaines d'exemplaires ont survécu. Ils ont traversé l'Atlantique pour rejoindre un centre d'essai américain. À première vue,
un butin de guerre inutile, mais en réalité, le point de départ d'une révolution. Ce qui allait se passer sur ce terrain d'essai allait changer l'histoire de l'armement pour toujours. La guerre était terminée, mais l'aventure technique du FG-42 ne faisait que commencer. Les échantillons capturés sont arrivés au terrain d'essai d'Aberdeen aux États-Unis. Les ingénieurs américains ont examiné les trophées et sont arrivés à une conclusion surprenante. Ils ont qualifié le fusil d'assaut STG-44 de conception médiocre. Pourtant, beaucoup considèrent cette arme comme l'ancêtre de tous les fusils automatiques modernes. Les Américains n'étaient pas d'accord. Mais le FG-42 a fait forte impression. Les experts l'ont reconnu comme un exemple exceptionnel d'ingénierie allemande. Pourquoi les ingénieurs américains ont-ils délaissé le célèbre fusil d'assaut pour cette arme de parachutiste? La réponse réside dans la mécanique interne. Les Américains cherchèrent une base pour leur futur armement. En l'an 1946, la société Bridge Tool and Die a reçu un contrat. La mission, développer une nouvelle mitrailleuse unifiée pour l'armée des États-Unis. Les ingénieurs ont pris un FG-42 de capture. Ils l'ont littéralement coupé en deux à la scie. Ensuite, ils ont soudé le mécanisme d'alimentation de la mitrailleuse allemande MG-42 sur le châssis. Le résultat était un hybride étrange, un monstre de Frankenstein fabriqué à partir de deux systèmes ennemis différents. Mais la machine fonctionnait. C'était le premier prototype de ce qui deviendrait la mitrailleuse M 70 ans plus tard. On voit sur les plans de l'époque, les pièces s'emboîtent malgré leurs origines opposées. La célèbre mitrailleuse surnommée le cochon est devenue la bête de somme au Vietnam. C'est l'arme de 1000 films de guerre. Pourtant, elle porte en elle l'ADN d'un fusil créé pour des troupes qui n'avaient plus le droit de sauter en parachute. Le système d'emprunt de gaz avec un verrou rotatif, la disposition de la crosse droite, la silhouette générale de l'arme, tout cela provient directement du FG-42. Les soldats américains dans la jungle du Mékong ouvrirent le feu. Ils utilisaient des armes dont le pédigré remontait aux rêves des parachutistes allemands de la Luftwaffe. La filiation technique est directe et indiscutable. À première vue, un vestige de musée, mais en réalité, un investissement colossal. Aujourd'hui, il reste moins de 100 exemplaires originaux dans le monde entier. Environ 50 unités sont enregistrées sur le territoire des États-Unis. Dans les ventes aux enchères, les prix s'envolent. Un exemplaire se vend entre 250 000 et 350 000 $. C'est plus cher que la plupart des voitures de luxe, c'est plus cher que des appartements dans les grandes métropoles mondiales. L'histoire technique est figée dans l'acier. Et qu'en est-il de Louis Stange, l'homme qui a créé cette arme? Sa trace ne s'arrête pas au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. 1945. La guerre est terminée. L'ingénieur passe de la table à dessin au banc des accusés devant un tribunal allié. Le verdict tombe, 2 ans et demi de prison ferme. Pourquoi un tel génie a-t-il fini derrière les barreaux? La justice a tranché. Mais le plus dur restait à venir. À sa sortie de cellule, l'homme change de vie. Il s'installe dans la petite commune de Hasleben. Il ne conçoit plus de mécanismes complexes. Il ouvre une épicerie de quartier. L'homme qui a dessiné l'une des armes les plus sophistiquées de l'histoire passe désormais ses journées à peser de la farine et à vendre des épices. À l'image, des rayons de conserve et un vieil homme en tablier. Il meurt en 1971 dans l'anonymat le plus complet. Personne ne se bouscule à son enterrement. Aujourd'hui, ses fusils s'arrachent pour une fortune dans les ventes aux enchères. Lui n'a jamais touché un centime sur ces transactions. La guerre n'est pas un concours d'ingénieurs. C'est une bataille de statistiques, un affrontement entre les économies, les chaînes logistiques et les choix politiques. Le FG-42 était parfait. Techniquement, il n'avait aucun défaut. Il avait 20 ans d'avance sur son temps et a défini le futur des armes légères. Sa place est légitime dans les musées du monde entier. Mais la réalité du terrain est brutale. Une arme parfaite entre les mains de 7000 soldats ne pèse rien face à un fusil correct entre les mains d'1 million d'hommes. À première vue, un chef-d'œuvre technologique, mais en réalité, un suicide industriel. On ne gagne pas une guerre avec des Rolex. Les guerres se gagnent avec des Casio. La victoire appartient à celui qui peut fabriquer des millions d'unités rapidement, à bas prix et sans interruption. Sur les images d'archives, on voit les usines allemandes s'acharner sur des détails complexes. Pendant ce temps, les chaînes de montage alliées crachent de l'acier à la chaîne. Les Allemands ont créé une pièce d'orfèvrerie, et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont perdu la guerre. L'histoire s'est arrêtée sur ce constat.